La Syrie, une nouvelle fois plongée dans l'horreur. Ce samedi, des dizaines de personnes ont été tuées lorsqu'un kamikaze a activé sa charge explosive. Des Syriens qui étaient en train d'évacuer leur ville assiégée. Le référendum constitutionnel a lieu ce dimanche en Turquie. Question posée aux électeurs. Voulez-vous accorder plus de pouvoir à Recep Tayyip Erdogan? Un scrutin capital pour l'avenir du pays. La dernière ligne droite pour les 11 prétendants à l'Elysée. Le premier tour de l'élection présidentielle française a lieu dimanche prochain. À l'approche du scrutin, vous allez le voir, les candidats multiplient les déplacements sur le terrain. Voilà pour les titres. Bonjour, soyez les bienvenus sur France 24. Ils étaient en train d'évacuer leur village en Syrie lorsqu'un kamikaze a fait exploser sa camionnette piégée. L'attentat visait des habitants de Foua et Kafraya, deux villes aux mains du régime. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 43 personnes auraient péri dans l'explosion. D'autres sources évoquent une centaine de morts. Les évacuations ont depuis repris. Raphaël Vivant. Le personnel médical est débordé. Les blessés arrivent par dizaines dans les hôpitaux d'Alep. Quelques heures plus tôt, une bombe a explosé à Rachidine, secteur rebelle à l'ouest de la ville, alors que de nombreuses personnes attendaient à l'intérieur de ces bus leur évacuation. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il s'agirait d'une attaque à la voiture piégée. Le kamikaze conduisait une camionnette transportant de l'aide alimentaire et l'a fait exploser près des 75 bus. La télévision d'État a imputé la responsabilité de cette attaque au groupe terroriste, un terme utilisé par le régime pour désigner à la fois les rebelles et les djihadistes. L'attaque intervient au lendemain de l'évacuation de milliers d'habitants dans 4 localités assiégées. 5000 personnes ont quitté les villes pro-régime de Foua et Kafraya et 2200 ont laissé derrière eux les villes rebelles de Madaya et Zabadani. Des évacuations prévues par un accord conclu en mars entre l'Iran, allié de Bachar al-Assad, et le Qatar, qui soutient les rebelles. En raison de différends entre les parties adverses, l'accord avait été suspendu vendredi soir. Mais les évacuations ont redémarré samedi, quelques heures après l'explosion. Selon la Corée du Sud, son voisin nord-coréen aurait tenté de lancer un missile ces dernières heures. Une tentative qui aurait échoué selon la même source. Information confirmée à l'instant par le Pentagone. Donald Trump se dit lui prêt, je cite, à traiter le problème nord-coréen. Le président américain qui cristallise toujours autant les tensions dans son propre pays. Ce samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées dans plus de 150 villes à travers tous les États-Unis. Tous réclament la publication de sa feuille d'impôt. Ce dimanche, les Turcs doivent dire s'ils veulent donner plus de pouvoir à Recep Tayyip Erdogan, un référendum constitutionnel capital voulu par le président turc. L'opposition, elle, s'inquiète et craint une dictature en cas de victoire du oui. Charlotte Prudhomme. À Istanbul, Recep Tayyip Erdogan harangue la foule de ses partisans. En ligne de mire, l'Europe, avec laquelle les relations sont très tendues. Mettons en place cette réforme ensemble pour que demain soir, l'Occident soit fou de rage. 9 mois après le putsch manqué qui a plongé le pays dans l'état d'urgence, le président turc parle aussi de sécurité. Il défend l'instauration d'un système présidentiel qui donnerait des pouvoirs accrus au chef de l'État, un poste sur mesure pour lutter au mieux contre le terrorisme selon lui. Dans un autre quartier d'Istanbul, les partisans du non restent mobilisés. Ils craignent une dérive autoritaire. La nouvelle constitution donnerait au président des prérogatives inédites. C'est à lui que reviendrait le pouvoir exécutif. Il pourrait entre autres gouverner par décret, nommer des juges et abolir le Parlement. En fait, ce serait une dictature. C'est ce qui s'est passé au Venezuela et ailleurs. Et on a vu que ça a mal tourné. Le pays est vraiment très divisé. De plus en plus depuis 4 ou 5 ans, et je pense qu'il le sera encore plus. Mais on ne veut pas ça. On veut juste vivre ensemble. Les sondages annoncent un score très serré. On ouvre à présent notre page consacrée à l'élection présidentielle ici en France. J-7 désormais avant le premier tour. Nicolas Dupont-Aignan poursuit sa campagne de terrain. Ses militants se disent séduits par son intégrité. Ils espèrent une belle surprise dimanche prochain. Mathieu Rapez. Nicolas Dupont-Aignan se dit gaulliste, souverainiste et toujours optimiste. Pas de horde de militants pour l'accueillir, mais quelques bénévoles aux petits soins.
On va où là? T'as prévu d'acheter des sandwichs pour le retour? Parce que tu sais Oui, non, mais c'est fait. C'est fait. Sans fromage? Sans fromage. Le candidat croit en son destin. Il compte sur le début de la campagne officielle pour faire connaître son projet. Mais C'est une campagne bien curieuse puisque tout va se jouer en 15 jours. Puisque d'abord les primaires ont saturé le jeu médiatique pour aboutir à un échec complet. Puis ensuite on a eu les affaires. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des Français. Avec une cible principale, François Fillon, dont il espère récupérer les électeurs déçus. Monsieur Fillon n'a pas besoin de moi pour s'effondrer tout seul. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de républicains qui me rejoignent parce qu'ils ont compris que François Fillon n'avait pas l'exemplarité pour être président de la République. Et entre nous, d'être attaqué par des gens si peu exemplaires, c'est un honneur. Dénoncer le système, les Républicains comme le Parti socialiste, le thème central de son discours ce soir devant 200 sympathisants. Ils ont tout gâché par médiocrité, par appât du gain. Parce qu'ils servent des intérêts financiers. Ils servent toujours les mêmes. Et puis pendant ce temps-là, le pays s'appauvrit. Et ce sont toujours les mêmes qui sont au chômage. Ce sont toujours les mêmes qui vivent avec rien. Ce sont toujours nos retraités qui peuvent même plus manger à la fin du mois. Mais ça, ils n'en ont absolument rien à faire. Et alors, diront-ils, et alors? Nicolas Dupont-Aignan, c'est un homme intègre et on a vraiment besoin d'intégrité à la tête de ce pays. On n'en peut plus de droite et gauche, Cahuzac, Fillon, on voit trop de cas comme ça, il est intègre. C'est le gaullisme qu'on veut, il représente le gaullisme qu'on veut. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les Français n'ont plus la certitude d'avoir un travail après leurs études. Et Nicolas Dupont-Aignan est là pour nous assurer d'en avoir un. Malgré une campagne réalisée à petit budget, Nicolas Dupont-Aignan remplit les salles, comme ici à Lyon pour la signature de son livre. bonjour. Votre prénom? Fabienne. Fabienne. Avec toujours la même confiance affichée. Il y a 2 à 3 millions de Français qui disent vouloir voter pour moi. Eh bien que ces 2 et 3 millions arrivent à convaincre chacun 5 personnes et je suis au second tour sans aucun problème. Dans ses bottes, comme De Gaulle était. Hein, et c'est clair, c'est net. Il est gaulliste, je dirais. J'ai retrouvé effectivement les accents gaullistes du général de Gaulle de mon enfance, en fait. Il n'est ni droite ni gauche, il cherche une solution à la France. Une campagne sur le terrain, mais davantage encore dans les médias, avec un message répété en boucle à destination des électeurs hésitants. Méfiez-vous du vote utile. Il faut que les Français arrêtent de se positionner en fonction des sondages. Moi, je propose un projet concret. Je pense que les 15 jours qui viennent vont bouleverser la vie politique. En 2012, Nicolas Dupont-Aignan n'avait pas dépassé les 1,8%. Doubler ce score serait déjà un très beau résultat, avoue à demi-mot son entourage. Marine Le Pen était-elle à Perpignan, sur des terres plutôt favorables au Front National? La candidate a déclaré vouloir revivifier la démocratie en France. L'occasion aussi pour elle de critiquer Emmanuel Macron. On va l'écouter. Avec M. Macron, ce sera l'islamisme en marche, le communautarisme en marche. Voilà au moins un point clair dans le brouillard de son projet. Critiqué de toutes parts, Emmanuel Macron poursuit lui aussi sa campagne avant son grand rassemblement de lundi à Bercy. Interrogé sur France Inter, il a évoqué la question sensible de l'embauche des jeunes dans les quartiers. On écoute le candidat d'En Marche. C'est vrai que j'ai pas vécu la discrimination à l'embauche, etc. Mais enfin, je suis pas non plus né banquier d'affaires ou à l'ENA ou en politique. Personne n'avait fait l'ENA dans ma famille. J'ai fait ma part de trucs. Mais pour l'emploi, ce que vous dites est assez vrai. C'est dit de manière très ramassée, mais c'est pas faux. Quelle est la meilleure réponse à ça? Les gens nous disent qu'ils veulent plus des gens qui viennent des quartiers. Ben, il faut aider les gens du quartier à réussir. Et pas aider les entreprises à s'installer dans des quartiers pour pas embaucher les gens des quartiers. Le geste était attendu de longue date. Ce samedi, François Hollande a naturalisé 28 tirailleurs sénégalais à l'Elysée. Tous ont combattu sous la bannière française, que ce soit en Indochine ou en Algérie. Vous êtes l'histoire de France, a déclaré le chef de l'État. Voilà pour cette cérémonie, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.